Merci à vous de m'avoir invité. C'est vraiment un plaisir pour moi de prendre la parole lors de cet événement. Je sais qu'on est à la fin de la journée et que vous êtes tous fatigués, mais pour moi, c'était vraiment très intéressant. C'était très dense, mais j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui et je suis vraiment contente d'être venue. Les entretiens européens, c'est généralement, je pense, l'occasion d'aborder des questions plutôt de l'Union européenne, si j'ai bien compris. Et je vous remercie d'avoir inclus le Conseil de l'Europe dans cet événement. C'est un sujet très vaste, le domaine, enfin, le droit des étrangers, l'asile et la migration. Et ce que je vais faire, c'est essayer de vous donner, de présenter les points essentiels du cadre juridique européen. Le Conseil de l'Europe, c'est la plus grande Europe, c'est la Cour européenne des droits de l'homme et toutes les autres conventions. Mais je vais parler un petit peu du cadre juridique de l'Union européenne, ensuite du cadre juridique du Conseil de l'Europe. Et dans un deuxième temps, je vais essayer de faire tout ça très vite, parce que je compte vous distribuer ma présentation écrite avec les liens, parce que je pense que les liens peuvent également vous intéresser. Et juste pour commencer, je peux attirer votre attention sur un instrument qu'on a qui s'appelle HELP, que vous connaissez, Monsieur Petiti, je pense. Ce sont des cours en ligne pour les professionnels du droit, pour se familiariser avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et la jurisprudence de la Cour de Luxembourg également. Et par exemple, dans le domaine du droit des étrangers, nous avons trois cours qui sont vraiment destinés aux professionnels du droit, sur les droits de l'homme et l'asile, sur les alternatives à la détention et sur aussi les migrants et les enfants, la situation des enfants. Donc et vous aurez tout ça dans le papier écrit que je vais vous distribuer. Alors, quelques mots sur le cadre juridique européen. Ce domaine, en fait, a relevé longtemps de la compétence des États et au sein de l'Union européenne de la coopération intergouvernementale. Et avec les traités d'Amsterdam et de Lisbonne, les politiques d'asile et d'immigration ont été largement communautarisées. Les articles 18 et 19 de la Charte des droits fondamentaux font une référence directe, traite du droit d'asile et de la protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition. Et l'article 67 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que l'Union européenne désormais développe une politique commune en matière d'asile, d'immigration et de contrôle des frontières extérieures qui est fondée sur la solidarité entre États membres et qui est équitable à l'égard des ressortissants des pays tiers. Alors, cette politique commune concerne la politique de contrôle des frontières extérieures issue de la communautarisation de l'acquis Schengen, l'asile dans le respect de la Convention de Genève de 1951 et du protocole de New York du 31 janvier 1967. Et l'Union européenne a adopté une série d'instruments dans ce domaine. Le règlement de Dublin, dit désormais Dublin III, du 26 juin 2013, qui fixe les critères et les mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. Le règlement Eurodac du 26 juin 2013, qui permet la comparaison des empreintes digitales pour l'application efficace de Dublin III. Et plusieurs directives concernant les conditions d'accueil, les procédures d'asile, les conditions d'octroi de la protection internationale et son contenu, la protection temporaire. Et la Cour de justice de l'Union européenne garantit une interprétation et une application uniforme de ces textes dans tous les États membres. Et elle a développé une jurisprudence abondante, notamment au travers de ses réponses aux questions préjudicielles des juridictions nationales. Et en septembre 2020, vous le savez, la Commission européenne a engagé des discussions avec les autres institutions et États membres de l'Union européenne sur la base d'un pacte sur la migration et l'asile qui a pour objectif de réformer ces textes pour faire face plus efficacement aux crises migratoires. Et vous le savez aussi, les discussions sont en cours à Bruxelles pour réformer ces textes.
Et quant au Conseil de l'Europe, on est 46 États membres. On est lié entre 46 États membres qui sont liés entre eux par plus de 200 conventions en matière des droits de l'homme, d'état de droit et de démocratie. Et le Conseil de l'Europe développe des standards, assure le suivi des engagements des États et développe des activités de coopération. La Convention européenne des droits de l'homme que vous connaissez, la jurisprudence de la Cour, mais aussi d'autres conventions comme la Charte sociale européenne, notre convention anti-traite, la Convention d'Istanbul pour la prévention de la violence contre les femmes, ou la Convention de Lanzarote qui protège les enfants contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle, sont tous des textes qui s'appliquent d'une manière ou d'une autre aux personnes migrantes, réfugiées ou demandeuses d'asile. Alors la Convention européenne des droits de l'homme ne garantit pas le droit à un étranger à entrer ou à rester sur le territoire d'un État membre du Conseil de l'Europe, mais dès lors qu'il relève de la juridiction d'un des États parties à la Convention, indépendamment de leur nationalité, ils ne peuvent pas être éloignés en violation des dispositions pertinentes de la Convention et de ses protocoles. Et là, je me réfère on ne peut pas éloigner quelqu'un s'il va faire l'objet de la peine de mort dans son pays, ou s'il va faire l'objet de traitements inhumains ou dégradants, ou s'il va faire face à des menaces sérieuses. Donc la Convention ne garantit pas un droit à rester, mais il faut respecter certaines procédures avant de pouvoir éloigner quelqu'un. Et en vertu du principe de subsidiarité, la mise en œuvre de ces droits fondamentaux revient bien sûr en premier aux autorités nationales, à qui il revient d'assurer le respect effectif dans l'ordre juridique interne des droits garantis par la Convention des droits de l'homme. Et ce n'est qu'après épuisement des voies de recours internes que la Cour européenne des droits de l'homme peut être saisie pour constater d'éventuelles violations de la Convention. Et la Cour, une fois saisie, peut, et ça pourrait peut-être vous intéresser, vous qui êtes avocat, la Cour peut être saisie en vertu de l'article 39 de son règlement qui indique des mesures provisoires à tout État parti à la Convention. Il s'agit de mesures d'urgence qui ne sont prononcées qu'en cas de risque imminent de dommages irréparables et ne présagent pas des décisions ultérieures sur la recevabilité ou le fond des affaires. Et ces mesures provisoires sont très courantes en matière d'éloignement de migrants. Par exemple, il n'y a pas très très longtemps, la Cour a utilisé l'article 39 de son règlement pour arrêter l'éloignement de réfugiés qui devaient partir au Rwanda. Je suis sûre que vous avez entendu cela. La Cour n'était pas contre le mémorandum en tant que tel qui avait été conclu entre... C'était pas par rapport à ce mémorandum qui avait été conclu entre le Royaume-Uni et le Rwanda, mais c'était parce que plusieurs de ces personnes, les recours n'avaient pas abouti et leur éloignement aurait pu donner lieu à quelque chose d'irréparable les concernant. Donc cet article 39 est souvent utilisé par la Cour, mesure provisoire en matière d'éloignement de migrants. Et il faut dire que la Cour a joué un rôle essentiel dans le développement des droits fondamentaux protégeant les migrants, et sa jurisprudence a également inspiré le droit de l'Union européenne dans cette matière. Très vite, je vais vous dire quels sont, à mon sens, les droits fondamentaux les plus essentiels, communs à la Cour européenne, à la Convention des droits de l'homme et aux droits de l'Union européenne. Je vais regrouper ces droits autour de 4 thèmes. Quels sont les obstacles au refoulement ou à l'éloignement? Le droit de ne pas être détenu arbitrairement, le droit à un recours effectif, et enfin quelques autres droits fondamentaux.
Les obstacles au refoulement ou à l'éloignement, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc l'article 2 de la Convention des droits de l'homme consacre le droit à la vie et l'article 3 interdit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. Et les mêmes droits sont en fait consacrés par les articles 2 et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et l'article 19 de cette charte reprend en fait la jurisprudence de la Cour et dit « Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qui soit soumis à la peine de mort, un risque sérieux qui soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. » La Cour rappelle fréquemment que cette interdiction est absolue et celle-ci fait obstacle à ce qu'un étranger soit renvoyé vers une destination où il pourrait courir des risques réels et personnels de perdre la vie ou d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Et en plus de la protection du droit à la vie et à l'interdiction des peines et traitements inhumains ou dégradants, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, contrairement à la Convention européenne des droits de l'homme, garantit expressément le droit d'asile. En son article 18 et en référence à la Convention de Genève et au protocole de New York. Et ce droit est mis en œuvre au travers des règlements Dublin III et Eurodac et des directives conditions d'accueil, procédures d'asile, qualification et protection temporaire. Se trouve notamment intégré au droit de l'Union européenne le principe de non-refoulement qui interdit de renvoyer des personnes vers un lieu où leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité ou de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs opinions politiques. Donc, contrairement aux obligations résultant des articles 2 et 3 de la Convention des droits de l'homme, le principe de non-refoulement n'est pas totalement absolu, puisque la Convention de Genève et la directive qualification autorisent l'éloignement d'un réfugié dans les circonstances exceptionnelles, lorsque celui-ci représente un danger pour la sécurité de l'État d'accueil ou que, ayant commis une infraction pénale grave, il représente un danger pour la collectivité. Par ailleurs, le droit de l'Union européenne protège le droit de demandeurs d'asile de rester sur le territoire de l'État d'accueil jusqu'à l'adoption d'une décision définitive sur leur demande d'asile. Ils doivent donc se voir délivrer une autorisation de séjour pendant l'examen de la demande d'asile et sont protégés contre l'éloignement. Le deuxième obstacle au refoulement et à l'éloignement, c'est la protection des victimes de la traite des êtres humains. En application de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, les États doivent adopter des mesures législatives ou autres nécessaires pour identifier les victimes. Et lorsque ces victimes sont identifiées, il ne faut pas les éloigner du territoire ou plutôt jusqu'à ce que l'identification se fasse. Ces victimes ne doivent pas être éloignées du territoire. Et il en va de même pendant le délai de rétablissement et de réflexion d'au moins 30 jours accordés aux victimes de la traite, selon un article de cette Convention du Conseil de l'Europe. Troisième obstacle à l'éloignement et au refoulement des étrangers, le droit au respect de la famille et le droit au respect de la vie privée et familiale. C'est l'article 8, vous savez, de la Convention européenne des droits de l'homme qui reconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale, et c'est également garanti par l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et sur la base de cet article, les États partis à la Convention et États membres de l'Union doivent, de leur propre initiative, examiner si les atteintes portées à la vie privée et familiale des ressortissants étrangers par les décisions d'éloignement sont proportionnées au but d'intérêt général, en vue desquelles les décisions d'éloignement sont prononcées. La Cour européenne a développé une jurisprudence très abondante sur les critères d'appréciation de la proportionnalité des décisions d'éloignement qui doit donner lieu à un examen individuel. Et il est notamment tenu compte de la durée du séjour dans l'État concerné, de l'ancienneté et de l'intensité des attaches privées et familiales de la personne dans cet État et de divers autres facteurs personnels.
Et une attention particulière est portée par la Cour européenne des droits de l'homme à l'intérêt supérieur de l'enfant, notamment lorsque l'éloignement d'un ressortissant étranger est susceptible d'entraîner des séparations familiales. Et quatrième obstacle au refoulement, à l'éloignement, c'est l'interdiction des expulsions collectives. L'article 4 du protocole numéro 4 à la Convention des droits de l'homme, qui est d'ailleurs repris par l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interdit les expulsions collectives. Et selon la jurisprudence de la Cour, sont des expulsions collectives les mesures d'éloignement forcé du territoire prises à l'encontre d'un ensemble de personnes étrangères sans examen raisonnable et objectif de la situation particulière de chaque personne. Lorsque je vous distribuerai le texte, vous aurez aussi les arrêts qui posent tous les principes dont je vous parle. Il faut également préciser que la Cour a dit que l'interdiction des expulsions collectives n'impliquait pas de droit à un entretien individuel. Par contre, il faut un examen raisonnable et objectif de la situation particulière de chaque personne. Le droit de ne pas être arbitrairement détenu, c'est un droit qui est consacré par l'article 5 de la Convention des droits de l'homme. Les objectifs pouvant justifier légalement la détention sont toujours interprétés de manière stricte. La détention doit être une mesure nécessaire et proportionnée pour atteindre ces objectifs. Et dans le droit de la Convention et de l'Union européenne, la détention des demandeurs d'asile ou des personnes en attente d'éloignement doit constituer une mesure de dernier ressort. Il appartient aux autorités étatiques de rechercher auparavant si des solutions alternatives, moins contraignantes, sont susceptibles de répondre au but qu'elles poursuivent. Notamment, par exemple, les besoins de certains publics vulnérables doivent également être pris en considération. Et je voulais notamment me référer aux enfants, dont la détention, la privation de liberté ne devrait pas, en principe, intervenir et ne pourrait intervenir que s'ils sont placés dans des locaux susceptibles de répondre à leurs besoins spécifiques, mais toujours leur intérêt supérieur doit être pris en considération. Et la détention des étrangers doit s'accompagner de garanties de procédure, le droit d'être informé, notamment dans le plus court délai et dans une langue que la personne comprend, des raisons de son arrestation. Je passe rapidement parce que vous aurez tous ces détails dans le texte écrit. Il y a aussi le droit à un recours effectif qui est important. L'article 13 de la Convention des droits de l'homme qui garantit le droit à un recours effectif et l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui prévoit aussi un droit à un recours effectif et aussi accéder à un tribunal impartial. Garantit aussi le droit à un procès équitable et s'inspire de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme a jugé qu'un effet suspensif était nécessaire à l'effectivité des recours lorsque l'exécution de la décision contestée a des effets potentiellement irréversibles pour l'étranger concerné, comme c'est le cas en cas de risque de traitement inhumain ou dégradant. Donc, l'effet suspensif est vraiment nécessaire dans ce cas-là, lorsque la vie de la personne pourrait être en danger. Voilà, je suis allée un peu vite parce que c'est la fin de la journée et que vous aurez tout le détail dans quelques mots maintenant sur mon rôle et sur mon mandat. C'est un rôle qui a été créé par le secrétaire général précédent au début de 2016, juste après la crise migratoire, quand il y a eu la guerre en Syrie, pour être plus, et qu'il y a eu un afflux de réfugiés, il y avait besoin d'un rôle au Conseil de l'Europe pour coordonner tout ce qui se
passe au Conseil de l'Europe en matière de migration et d'asile, et aussi de pouvoir apporter un soutien effectif aux États membres. Alors, pour vous donner un exemple, moi j'ai commencé, je suis la troisième, je suis la troisième personne qui est représentant spécial de la secrétaire générale. J'ai commencé l'année dernière en janvier. Et après le 24 février, lorsque la Russie a attaqué l'Ukraine, des millions d'Ukrainiens ont dû quitter leur pays en des délais très courts et se sont installés dans les pays, en premier lieu dans les pays avoisinants l'Ukraine. Et j'ai commencé, alors dans mon rôle, mon rôle repose sur 3 piliers. Je peux faire des visites en anglais c'est fact-finding mission, en français c'est des missions sur le terrain pour voir quelle est la situation. Ensuite, préparer un rapport avec des recommandations, le présenter au comité des ministres où sont représentés les 46 États membres, et ces recommandations portent surtout sur ce que le Conseil de l'Europe peut faire pour aider les pays qui sont confrontés à ces défis, à mieux protéger les droits de l'homme, des migrants et des réfugiés. Parce que finalement, c'est ça, le rôle du Conseil de l'Europe, la valeur ajoutée du Conseil de l'Europe dans ce domaine qui est traité par beaucoup d'organisations internationales, à commencer par le HCR et IOM, UNICEF, enfin il y a beaucoup d'organisations internationales qui traitent de ce sujet, mais la valeur ajoutée du Conseil de l'Europe, ce sont ces textes contraignants et leur mise en réalité, si vous voulez. Et donc j'ai des missions d'information, coordination au sein de l'organisation, mais aussi avec les autres organisations internationales. C'est pour ça que nous... juste pour vous donner un exemple, nous allons bientôt organiser un événement en Pologne avec le HCR sur les droits des enfants réfugiés. Et c'est une occasion pour nous. Eux sont sur le terrain. Nous, le Conseil de l'Europe, on n'est pas sur le terrain dans les pays de l'Union européenne. On a quelques bureaux sur le terrain, mais c'est surtout dans les pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne, mais on va mettre nos forces ensemble avec le HCR pour présenter tout ce que le Conseil de l'Europe a et le HCR a pour mieux protéger les droits notamment des femmes, des enfants, et mieux protéger leur proposer des outils que nous avons, qui sont adoptés, et pour les mettre en œuvre avec les autorités. Donc, mission d'information ou mission sur le terrain avec des recommandations, coordination à l'intérieur de la maison, puisqu'on a la Cour, l'Assemblée parlementaire, le Congrès et tous les autres organes de suivi. Donc, coordination au sein de la maison, coordination avec les autres organisations internationales et coopération avec les États membres. Et lorsque vous parliez de network, on a aussi un réseau que personne ne connaît non plus, mais c'est un réseau de personnes qui représentent les ministères de l'Intérieur. C'est un réseau qui va maintenant bientôt se réunir à Strasbourg les 1er et 2 juin, un réseau informel qui permet aux représentants des ministères de l'Intérieur de nos États membres de se retrouver, d'échanger des informations. Ça nous permet à nous de leur présenter tout ce qu'on a comme standard et comme... Juste pour vous donner un exemple, récemment, on a adopté une recommandation sur l'établissement de l'âge pour les réfugiés. C'est un problème assez sensible, vous le savez, et c'est le premier texte, c'est une recommandation, donc ça n'est pas contraignant, mais c'est vraiment le premier texte international qui a été adopté par le comité des ministres. Donc tous ces outils que nous avons, toutes ces recommandations, nous les présentons au sein de ce réseau qui se réunit 2 fois par an et aussi en ligne. Maintenant, on a commencé. Et juste pour vous donner encore un exemple, c'est à l'ordre du jour, il y aura un point sur les enfants d'Ukraine, parce que les autorités ukrainiennes nous ont indiqué qu'elles ne savaient pas
combien d'enfants étaient partis dans tous les États membres du Conseil de l'Europe. Et comme on est 46, donc ça va aussi au-delà de l'Union européenne, et les membres du réseau vont nous fournir des informations sur le nombre d'enfants ukrainiens qui sont sur leur territoire, combien sont non accompagnés, combien sont séparés et quels sont les défis auxquels ils sont confrontés. Et ce que l'on espère, c'est qu'après cet échange, on verra comment le Conseil de l'Europe peut agir pour aider aussi les autorités ukrainiennes et pour voir comment... En fait, ça permet vraiment... C'est un réseau de 46 et c'est important d'avoir ce cadre multilatéral pour pouvoir échanger et, ce que vous disiez tout à l'heure, échanger et résoudre certains problèmes. Donc, coopération avec les États et coopération aussi dans le cadre d'un plan d'action que nous avons sur la protection des personnes vulnérables. Et dans ce cadre-là, à nouveau pour illustrer, nous avons mis en place un projet de coopération en Moldavie, pour qu'ils créent un système d'asile approprié et conforme aux standards européens et au droit international, parce qu'ils étaient complètement pris de court aussi. C'était un pays, la Moldavie, où il n'y avait pas où il n'y avait pratiquement pas de migrants. Et du jour au lendemain, ils se sont retrouvés avec, si ma mémoire est bonne, je crois qu'ils sont 80 000 qui se sont installés. Beaucoup sont passés par les frontières, mais il y a quand même 80 000 personnes venant d'Ukraine qui se sont installées là-bas et que les autorités et aussi la société civile doivent aider et en mettant en place ce projet de coopération, on contribue à avec les autres organisations internationales, encore une fois, parce qu'on n'est pas seul, on contribue à aider ces pays qui sont confrontés avec des défis importants. Peut-être encore quelque chose pour illustrer, et j'arrête là. C'est la semaine prochaine, non, la semaine d'après, nous irons en Pologne. Nous avons commencé en Pologne, où il y a aussi un grand nombre de réfugiés. Maintenant, je crois qu'ils sont 2 500 000 à peu près venant d'Ukraine qui se sont installés en Pologne. Et la majorité, ce sont des femmes et des enfants. Des séminaires, des ateliers pratiques sur la santé mentale et sur comment traiter les traumatismes de guerre. Parce que le Conseil de l'Europe a une expertise là-dessus, sur les traumatismes de guerre et comment les traiter. Et donc, on réunit des professionnels polonais qui viennent de toutes les régions de Pologne, des psychologues, mais aussi des travailleurs sociaux et d'autres personnes qui accueillent les migrants pour renforcer leurs compétences dans ce domaine, avec des experts que nous avons. Et c'est vraiment, enfin, d'après toutes les visites que j'ai faites et après mon expérience sur le terrain, je vois que ça, c'est vraiment la santé mentale, notamment des enfants, mais aussi des femmes, est quelque chose de très, très important. Parce que sinon, si on ne traite pas ça maintenant, ça va donner lieu à des problèmes plus compliqués après. Donc, on a aussi, c'est ciblé, ça concerne peut-être 25 professionnels. Après, ça va concerner 25 autres. C'est pas énorme, mais une petite goutte dans cette multitude de problèmes. Voilà ce que le Conseil de l'Europe peut faire concrètement. Parce que je me dis, c'est très bien d'avoir tous nos textes, parce que nous, on est une organisation qui produisons beaucoup de standards et mais encore faut-il que ces textes puissent être appliqués. Et quand, si ce n'est pas maintenant, avec cette crise, avec ce nombre impressionnant de personnes qui se sont installées dans tous les États. Voilà, merci beaucoup et merci d'être resté jusqu'au bout. Merci.